Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour. On se retrouve une fois encore pour votre émission Une semaine avec le Béninois libéré. Les rubriques n'ont pas changé. Vous aurez droit d'abord à la revue hebdomadaire du quotidien d'Agla et ensuite le forum de discussion en pied d'émission avec notre incursion à Parakou. Sans plus tarder, je vous invite à suivre la revue hebdomadaire avec Justin Vignon-Adané. Bonjour chers amis internautes de BLTV, merci d'avoir pris fois encore le rendez-vous de votre émission hebdomadaire au cours de laquelle nous explorons les différentes unes du quotidien Le Béninois libéré pendant une semaine. Lundi 22 janvier 2024, le journal met en manchette « Vœux de nouvel an et reddition de comptes ». Le général Gbian célèbre les méritants blocs républicains de la 7e circonscription électorale. Le ministre Sam Seydou Adambi appelle à un engagement total pour la cause. Les détails à la page 3 de votre journal en deuxième de une. Invitation du groupe parlementaire Les Démocrates par le président de la République Patrice Talon. Maître Renaud Agbodjo relève des incohérences dans la procédure. En troisième de une de votre journal, suite au recours introduit par Amos Langanfin Glélé, voici l'arrêté de la Cour suprême. Toujours à la une de votre journal, dîner de presse organisé par le parti RN, Claudine Prudencio Afiavi et les partenaires médias dans une même dynamique. Les détails à la page 8 en bas de page de votre journal. Sabine Adjassé, une Amazone guerrière du Bénin, investie dans l'entrepreneuriat des jeunes. L'objectif est d'outiller mes abonnés à comprendre une idée d'affaires dit l'Amazone. Dans les colonnes de votre journal, point fait de la situation antiterroriste au Bénin, plus de 100 assaillants broyés par les FDS. Toujours à la une de votre journal, cybercriminalité, attaque terroriste, l'invite des évêques aux politiques, parents, éducateurs et citoyens. Les détails à la page 10 de votre journal. Et c'est sur cette information que nous retrouvons la une de mardi qui met en manchette rencontre Talon, groupe Les Démocrates hier à la présidence. Talon le Dur meurt pour le Talon, rêvé pour l'opposition. Il a même donné son numéro de téléphone personnel à tous les députés présents. En deuxième de une de votre journal, séance de prière dans son église à Tchaourou, les prédictions de Yahi sur Talon après 2026. Les détails à la page 3. Toujours à la une de votre journal, rencontre Talon les députés bloc républicains. Les points cruciaux évoqués lors des échanges, les détails à la page 3 également de votre journal. En bas de page, émission dans la conduite des affaires judiciaires, les mises en garde de la police républicaine aux acteurs. Dans la colonne de votre journal, drame en Côte d'Ivoire, l'éléphant sort sur Kivière, les 4 pattes broyées, autant pour moi. Dans l'oreille de votre journal, le journal vous propose la liste des candidats admis au test psychotechnique 2023 dans l'armée de l'air. On passe à présent à la une de mercredi qui met en manchette détermination du chef de l'État devant sa troupe à revoir les tests. Il y a eu bientôt un général sans troupe. Les détails à la page 3 de votre journal. En deuxième de une, après sa rencontre avec ces deux blocs, la révision de la Constitution plus que jamais acté. Le président a régné sur les députés de la mouvance en sortant le grand jeu. Toujours à la une de votre journal, Assemblée nationale, la loi sur le gazoduc votée et les accords sur l'éco, la cybercriminalité, la cybersécurité, le Smart Afrique autorisé. En bas de page de votre journal, drame à Natitengu, une institutrice tue 4 écoliers. Comment ça s'est passé? Les détails à la page 5 de votre journal. Dans les colonnes de votre journal, cadre de vie, ultimatum pour la libération du périmètre de 80 hectares entre Togben et Adonkor. À présent, la une de jeudi qui met en manchette adoption de la loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Le Bénin sur l'orbite des grandes nations. Biotchane achève ainsi 2 ans avant échéance des réformes de son portefeuille pour le compte du PAG 2021-2026. En deuxième de une, révision de la Constitution, c'est bouclé. Talon, l'homme à qui tout réussit. Yahi perd une douzaine de députés. Les détails à la page 3 de votre journal. Toujours à la une de votre journal, reçu sur l'émission Le Grand Oral de BLTV, Yenoussi évoque les bonnes nouvelles de 2024. En bas de page de votre journal, décès de Jérôme Carlos, l'hommage du président Jacques Ayadji. Dans la colonne de votre journal, destruction des tracteurs, mise à disposition des producteurs, la générosité de Bertin Corvi entravée par la bêtise. Chers amis de BLTV, pour finir la une de vendredi, qui met en manchette confusion entretenue par Augustin Tovalou autour du jugement
numéro 45-2009. Le document peut être remis en cause à tout moment. Nos sincères excuses aux magistrats Romaric Azalou, Olivia Hungbo et Gabriel Honsa en deuxième de une de votre journal Gestion hasardeuse de Jean-Marie Alagbé, le bloc LD de la 24e circonscription électorale en Lambeau. Tout a été fait pour donner le sourire à Talon, précise le journal. Visite de chantier d'adduction en eau potable à Abomey-Calavi. Adambi toujours engagé pour une couverture totale. En bas de page de votre journal, présentation de vœux de nouvelles en 2024, les bonnes nouvelles de Komi Koutié au peuple béninois. Dans les colonnes de votre journal, première conférence trimestrielle de l'IAJPCO, la coopération régionale et les défis sécuritaires transfrontaliers au cœur des débats. Grande tournée médiatique du Bénin, la 4e édition de Bénin Dabaruto démarre bientôt. Dans l'oreille de votre journal Assemblée nationale, la loi cadre sur l'évaluation des politiques publiques adoptées par les députés. Chers amis internautes de BL TV, ainsi se referme cette revue hebdomadaire. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Mesdames et messieurs, nous sommes de plein pied dans le forum de discussion et je reçois pour vous notre débatteur habituel, Akilou Yakoubou, directeur de publication du quotidien Dagla, le Béninois libéré. Akilou, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Parfaite. En semaine, monsieur le directeur de publication, vous avez titré « Révision de la Constitution, c'est bouclé. Talon, l'homme à qui tout réussit ». Le journal ajoute par ailleurs « Yahi paie une douzaine de députés LD ». Et toujours à la une du quotidien, en semaine, vous avez mis en manchette « Après sa rencontre avec ces deux blocs, la révision de la Constitution plus que jamais hâtée. Le président a rayé sur les députés de la mouvance en sortant le grand jeu ». S'agissant de la révision de la Constitution, monsieur le directeur de publication, quelles sont les nouvelles informations à la date d'aujourd'hui? Bon, de toute façon, en début de semaine, on savait qu'il y avait une rencontre entre le président et les groupes parlementaires. Bien sûr. Ces rencontres-là ont démarré par le groupe parlementaire Les Démocrates. Donc, à l'issue de cette rencontre avec les députés du bloc et de l'opposition, les démocrates, le président leur a signifié que lui n'est pas dans cette dynamique d'une révision et qu'il leur donne la garantie qu'il partait après les 2 mandats. Donc, à l'issue de ça, bon, ils ont eu une certaine assurance en se disant que, bon, on n'est pas dans cette dynamique d'une révision et que c'est un homme, c'est l'homme, le président qu'on a connu en 2016, que c'est cet homme-là qu'ils ont eu à rencontrer. Donc, il les a rassurés de sa bonne foi de céder après ces 2 mandats constitutionnels. Mais au-delà de cette rencontre avec les députés et les démocrates, il y a eu 2 rencontres, à savoir une rencontre avec l'UP Le Renouveau, avec le groupe parlementaire UP Le Renouveau, plus celui du bloc républicain. Maintenant, au niveau de ces blocs, c'est que le discours a changé. Un peu. Un peu. Le discours a changé. Dans quel sens? Le discours a changé parce qu'au niveau de ce groupe de la mouvance, les 2 groupes parlementaires de la mouvance, le discours a changé où le président leur a notifié ce qu'il souhaiterait. Est-ce que c'est un souhait? Ce qu'il veut, puisque c'est lui le patron de cette mouvance-là, de ces députés. En tant que patron de la mouvance, il leur a notifié que bon, lui souhaiterait réellement, bon, certainement toucher à cette constitution-là parce que au-delà du code électoral, il faille aussi toucher la révision afin d'incruster certaines choses, bien de mettre certaines choses. Par exemple, les parrainages, puisque c'est les parrainages qui posent problème. Est-ce qu'aujourd'hui, le parrainage sera du giron des patrons des partis politiques ou bien des députés eux-mêmes? Puisque au niveau des députés, c'est qu'on n'aura pas le contrôle. Mais dès que le parrainage sera au niveau des patrons, des présidents des partis politiques, ça veut dire qu'on pourra avoir manipulé ou bien pouvoir contrôler l'attribution des parrainages. Voilà un peu à ce niveau-là. Et quelle a été la position du Parti Les Démocrates? Comme je l'ai dit au départ, c'est qu'au niveau du Parti Les Démocrates, eux, ils n'ont pas cette information-là parce que le discours à leur niveau était tout autre. Donc, ils ont notifié au président qu'eux, ils ne peuvent pas prendre encore de position, mais qu'ils voudraient d'abord rendre compte de cette rencontre-là, des informations qu'ils ont eues lors de cette rencontre à leur base, certainement au patron de ce parti-là. Et c'est un retour mais ils ont garanti qu'ils feront un retour, puisqu'ils disaient qu'ils n'avaient pas parce qu'ils disaient qu'au départ qu'ils n'avaient pas le menu de cette rencontre-là. Donc ils ont été invités. L'ordre du jour. L'ordre du jour. Ils ont été invités sans connaître l'ordre du jour.
Certes, il y avait des soupçons où on disait que c'est par rapport au code électoral, l'injonction de la Cour constitutionnelle à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse retoucher sur ce code-là. Certes, on savait, mais ce n'était pas dans un ordre du jour. Donc voilà ce qui a été à ce niveau-là remarqué. Donc il faudra maintenant qu'on puisse leur faire un retour. Donc leur retour est attendu. Donc à leur niveau, il faudra qu'ils puissent faire maintenant le retour au regard de ce qu'on attend aujourd'hui. Est-ce que ça va changer par rapport à ce qui a été dit du côté de la mouvance? Est-ce que ça ne changera pas? De toute façon, le parti, les démocrates, a déjà notifié, a rappelé plusieurs fois qu'ils ne sont pas dans une révision opportuniste et que s'il devait avoir révision, il y a ces articles-là qu'on ne pourra pas toucher. C'est un État laïque, oui, on ne touche pas le nombre de mandats et ainsi de suite, la forme républicaine de l'État. Alors, justement, à ce propos, les lecteurs de Béninois Libérés ont lu que le président du parti LD a perdu une douzaine de députés. On peut les connaître? On ne pourra pas quand même citer les noms, même si on les connaît, on ne peut pas citer les noms, parce que même si on citait, la personne dira que non, il n'est pas dedans. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a cette force-là pour toucher la Constitution. On a besoin d'un certain nombre de députés LD, des démocrates, pour pouvoir toucher cette Constitution, puisque la majorité au niveau de la mouvance ne suffit pas pour qu'on puisse toucher à la Constitution. Donc il faudra qu'il y ait des défections au niveau du parti Les Démocrates pour que la Constitution puisse être modifiée. Mais normalement, les députés de la mouvance présidentielle font la majorité. Oui, ils font la majorité, mais pas une majorité qui peut permettre de toucher la Constitution. Ils font la majorité pour toucher le code électoral, mais pas la majorité pour toucher la Constitution. Voilà un peu. Alors, donc ils sont une minorité bloquante. C'est une minorité qui bloque la révision de la Constitution. Voilà, au moins ils ont cette force, bien qu'ils soient 28. Donc d'après le sondage de Béninois Libérés, le président Patrice Talon a désormais l'aval de quelques députés LD. Ce n'est pas un sondage, c'est certaines informations que nous on a eues de sources proches. Donc il y aura des défections si on met réellement ce qu'il faut pour pouvoir débaucher. Est-ce que bon, c'est les informations qu'on a eues. Est-ce que, bon, la réalité, il faudra voir, il faudra attendre pour voir ce qu'il en sera. Est-ce que ce sont les 28 qui vont faire défection? Est-ce qu'ils trouveront des raisons en disant que, bon, on nous a promis au niveau de notre circonscription électorale, on aura telle chose, ainsi de suite. Parce qu'ils sont en train on parle de 200 millions. Voilà, c'est pour quelqu'un qui n'avait pas touché 5 millions, 4 millions. Pour une seule personne? Voilà, si on lui donne, bon, voilà. Ah, c'est énorme, hein? Votre mot de la fin par rapport à ce sujet? Bon, le mot de la fin, bon, c'est que jusqu'en 2026, il y aura toujours de ces informations. On ne cessera pas de parler, comme je l'ai toujours dit, de la révision de la Constitution. Quoi que le président fasse, on trouvera toujours des critiques pour dire « Ah, il veut toucher la révision et la Constitution pour pouvoir rester ». Donc, ils ont beau expliquer, comme je ne cesse de le dire, les gens ne croient pas parce que les Béninois sont des Saint-Thomas. Merci à vous. On prend la direction de Parakou où nous avons en direct le directeur de l'antenne régionale du groupe de presse de Béninois Libérés, Arnaud Koumondi. Arnaud, bonjour. Qu'est-ce qui a retenu l'attention des internautes à Parakou cette semaine? Bonjour Oscar, bonjour Akilo, bonjour chers amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver encore pour notre émission hebdomadaire. Alors aujourd'hui, je m'en vais aborder une situation qui a prévalu la semaine surpassée, je crois qu'il a également prévalu la semaine passée. Des cultures qui, on ne sait comment, ont pris feu. Forcément, cela doit être un acte criminel puisque jusqu'à présent, les autorités n'ont pas encore mis la main sur celui ou ceux qui posent ce genre d'acte. Alors, des hectares de culture sont partis en fumée. Il y a eu, je crois, premièrement, je crois que ça devait être 1 hectare. Après, ça a été 2 ou 3. Et la semaine dernière, c'était 11 hectares. 11 hectares de culture, de soja, de maïs, je crois de coton aussi, si je ne me trompe pas, qui sont partis en fumée. Et au regard de ce qui a été dit, ce sont des incendies criminels. Alors on se pose la question, comment des individus peuvent décider de mettre feu à une culture, à des cultures, je vais dire, des individus qui décident de mettre feu à des champs, des hectares de champs.
de culture de soja, de maïs. Un investissement, c'est une chose, je dirais, carrément inhumaine, parce que quand on sait tout ce qu'on investit dans un labour, dans le champ, et les semis et tout, les engrais et tout, on se demande comment des êtres humains peuvent décider sur un coup de tête, mettre feu à des cultures. Et quelle qu'en soit la situation qu'il puisse avoir entre ces personnes, quel qu'en soit le ressentiment, aller mettre feu à une culture, quand on sait que c'est de l'argent qu'on a investi là, c'est quand même assez inadmissible. Donc il va falloir que les autorités mettent les bouchées doubles pour qu'on puisse mettre la main sur ces individus ou sur cet individu qui pose ce genre d'acte. Parce que c'est une chose qu'on ne peut pas admettre. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues, mais depuis un certain temps, depuis je crois 2 semaines, on entend ces genres de choses où on décide délibérément de mettre feu à des cultures. C'est vraiment pas possible. Donc cette information-là, vous l'aurez constaté, a circulé sur la toile, beaucoup en ont parlé. Et donc c'est le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas supporter ce genre de choses. Que des individus décident de mettre feu à des cultures, vraiment, ça sort de l'entendement. Et c'est des choses qui doivent être dénoncées, des choses qu'on ne doit plus revoir, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Merci à vous. À nous, on revient en studio pour continuer notre émission. Monsieur le directeur de publication, en semaine, vous avez titré Fonction publique. Le gouvernement a pris un décret portant modalité d'octroi d'allocation de mise à la retraite des forces de défense et de sécurité. Pourquoi cette décision? Bon, le pourquoi, seul le gouvernement pourra nous le dire, mais ils auront toujours des arguments pour pouvoir l'expliquer. Mais c'est de voir, est-ce que c'est un bon timing? Au regard de ce qu'on constate, oui, de ces cas d'AVC, des gens qui tombent malades, parce que c'est du jour au lendemain que les gens ont découvert ce décret-là en date du 9 janvier, qui ne manquera pas de faire beaucoup de vagues et d'événements malheureux, je pense. On n'a pas encore enregistré de morts, mais les malades commencent pas à s'enregistrer. Est-ce que les gens étaient préparés par rapport à ces forces de défense et de sécurité qui vont à la retraite? C'est plus de 1000 personnes, donc c'est pas petit, parce qu'au niveau de la police, on a 315. Les douaniers, bon, c'est une trentaine, les forestiers 17, donc tout ce qui reste c'est au niveau de l'armée. Donc ce n'est pas facile. Faire 20 ans, et du jour au lendemain, vous dites qu'il vous reste 10 ans, on vous dit non, vous allez à la retraite. À la retraite. Vous n'avez pas préparé votre retraite. On vous dit, vous avez une dernière décennie qui vous restait et on vous annonce que vous devez partir à la retraite. Puisque selon les articles qui concernent ces différents corps, quand je prends la police, c'est l'article 167. Quand je prends la police, c'est l'article 167 qui dit que c'est le directeur qui est habilité. Dès que le directeur trouve que vous avez fait les 20 ans, il peut décider de vous mettre à cette retraite forcée-là. Au niveau des douaniers, c'est l'article 162. Donc, c'est le même article, mais qui change par rapport aux différents corps. C'est si nécessaire, cette décision? Comme je ne cesserai de le répéter, je l'ai dit encore, nécessaire, je ne saurais le dire, mais au regard de ce qui se passe dans le septentrion, il y a à se demander si c'est réellement opportun. On n'a pas encore fini de résoudre cette affaire des djihadistes. Maintenant, ces gens qu'on met à la retraite anticipée, qui n'ont pas eu à préparer leur retraite, est-ce qu'ils ne vont pas représenter des menaces? Ce sont des gens qui sont restés avec des armes pendant 20 ans. Ce n'est pas qu'on les critique, mais dans le désarroi, l'homme n'est pas capable de tout. Parce que même l'animal le plus inoffensif, quand il se sent menacé, il devient une bête féroce. Ça veut dire que le mouton ou bien la chèvre peut devenir une bête féroce plus que le lion. Donc, aujourd'hui, au regard des malades, ces familles-là, c'est des familles qui sont en train de tomber dans le désarroi. C'est la désolation qui s'installe là. Est-ce qu'il y aura des morts? On ne sait pas encore, mais au moins une dizaine est déjà malade. Alors, est-ce que le gouvernement a suffisamment préparé la relève? Voilà, la question se pose. Parce que pour une décision comme ça, elle est importante. Est-ce qu'il y a eu des mesures de sensibilisation? Est-ce que les gens étaient préparés? Au regard de ces maladies-là, je ne pense pas. Parce que si vous avez fait 21 ans et qu'on vous dit que vous devez partir, si vous avez fait 20 ans et qu'on vous dit que vous devez partir, Mondéon fait partie de ces gens-là au niveau de la police qui doit partir. Il était au garage dans une certaine mesure. Oui, depuis des années.
voilà, la décision est tombée. Est-ce qu'il a eu, lui, bon, c'est un officier gradé. Bon, peut-être que lui a préparé, mais en dehors de lui, ceux qui sont sous lui, est-ce qu'ils ont eu aussi à préparer? Ceux qui n'avaient pas son grade, parce que quand vous avez un grade comme le sien, au moins vous avez quelques privilèges. Certes, les privilèges vont diminuer, mais vous n'aurez plus cette puissance financière là pour pouvoir résoudre certaines choses. Nous sommes déjà dans une année scolaire en cours. Est-ce que ces parents-là ont eu à résorber les frais de scolarité de leurs enfants? Ceux qui ont des enfants dans les collèges, c'est encore gérable. Maintenant, dans les universités privées, ça c'est un autre monde. Donc voilà un peu la réalité. Compte tenu du contexte actuel dans le Nord Bénin, est-ce que cette situation ne va pas davantage empirer la situation? C'est les jours à venir qui nous le diront. C'est ce que j'expliquais en disant que ce sont des gens qui sont restés et qui manipulaient des armes pendant 20 ans. Aujourd'hui, on leur dit du jour au lendemain, vous allez à la retraite. C'est un choc psychologique que ça crée. Ça veut dire, c'est pour ça que je disais, est-ce que le gouvernement a eu des séances de sensibilisation? S'il y avait eu ces séances-là, on aurait su, nous, au niveau des médias, en disant que y a quelque chose qui se préparait. C'est un truc qui est tombé comme, bon, et du jour au lendemain, comme une surprise. Ça, là, c'était pas une surprise agréable, mais c'est une surprise désagréable pour ces 1000 forces de défense et de sécurité qui sont concernées par cette décision-là. Donc, est-ce que vous avez des doléances à l'endroit du président de la République pour que quelque chose soit fait pour ces parents-là, pour ces forces de défense et de sécurité? Enfin, je n'ai pas de doléances, mais c'est à eux d'analyser la situation au regard de ces malades, de ces cas d'AVC qu'on annonce par-ci, par-là, mais ça ne va pas cesser. Maintenant, est-ce qu'ils pourront calmer la situation? Je ne pense pas. Est-ce que l'État n'a pas les moyens de supporter ces 1000 forces de défense? Je pense que depuis 2016, l'État a quand même a pris des mesures où les régies financières arrivent à engranger de l'argent. Parce que quand on prend les dernières décisions sur l'assurance et autres, sur la TVM et autres, c'est de l'argent qui rentre. À travers les trucs de l'ANIP aussi, c'est de l'argent qui rentre. Certes, il y a des dépenses, mais il y a de l'argent. Les gens font des efforts aujourd'hui par rapport à avant. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas gérer ces gens-là? Oui. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, bon, dans 5 ans, vous allez... Et on va mettre une telle décision en application comme ça donne du temps aux gens de se préparer. Voilà. Il n'y a pas eu un délai de préparation. On va gérer, les gens vont gérer. Bon, gouverner, c'est prévoir, on dit. Certainement, ils se sont préparés pour gérer les fonds que ceux-ci vont laisser, mais ils vont devoir se préparer aussi pour gérer les conséquences d'une telle décision, parce qu'il y en aura. Pas toujours conséquences positives, mais négatives. À vous suivre, on a tendance à lire que le gouvernement est peut-être en manque d'argent pour pouvoir les gérer jusqu'à 30 ans de retraite. Oui, certainement, c'est ce que ça laisse croire. Parce que les raisons ne sont pas tellement valables. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la menace djihadiste, avec ces pays-là qui sont dirigés par des juntes, où on n'arrive pas encore à résorber la menace djihadiste, donc est-ce qu'il faille mettre des forces de défense à la retraite, ces gens qui ont d'expérience, parce que c'est 20 ans, est-ce que les novices qu'on est en train de recruter pourront gérer? Oui, pourront aller au front. Voilà. Donc c'est ça la question qu'il faudra se poser. Est-ce qu'ils sont allés de ce côté-là pour voir? Bon, c'est vrai, on nous a dit que depuis que la riposte de l'armée a commencé, on a eu à tuer au moins une centaine de djihadistes. Est-ce que c'est suffisant, ce qu'on tue? Voilà. Votre mot de la fin par rapport à ce sujet? Bon, notre mot de la fin à ce niveau-là, bon, on verra quand même. On ne cessera pas de relayer les différents cas afin que le gouvernement puisse voir ce qui se passe. Et eux-mêmes, j'espère qu'à travers leurs agents, au niveau des différents corps, parce que ce sont des gens qui ont des attaches et qui sauront comment gérer ces familles-là qui sont dans le désordre. Voilà un peu. Mesdames et messieurs, amis internautes de BL TV, ce sera tout pour cette émission. D'ici à là, portez-vous bien sûr les programmes de BL TV.